Non mais de toute façon, le sport automobile c'est un truc de riche. Non mais c'est vrai, n'importe quel équipement coûte un bras, une journée de roulage à moins de 1000 € TTC, et quand je dis TTC, je parle de TTC, donc c'est-à-dire nourriture, déplacement, logement, etc. Bah à moins de 1000 € c'est difficilement trouvable. Les coûts pour faire une saison entière, même dans les catégories les plus basses possibles, parce que payer les courses en elles-mêmes c'est bien, mais il faut prévoir du budget pour le reste, la casse, le déplacement, etc. etc. Bah tout ça c'est souvent assez élevé, même dans des petites catégories. On dirait que tout est fait pour qu'on ne puisse pas faire de sport automobile, les gens qui sont déjà dedans ne donnent pas leur chance aux autres, enfin c'est vraiment un truc de riche quoi. Et moi bah je trouve ça dégueulasse, voilà. Bon ça c'est ce que je vous aurais dit si je n'avais jamais essayé de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, d'ailleurs je vous invite à aller la voir. Et tant que t'y es, profites-en pour t'abonner aussi. Bon t'as vu la vidéo, t'es revenu, tu t'es abonné, parfait. Donc dans cette vidéo, je vous disais qu'il y a une raison à tous ces prix, que malgré qu'il y ait des raisons, bah forcément il y a des abus, un peu comme partout. J'ai d'ailleurs été plus ou moins victime de ces abus, mais ça on y reviendra plus tard dans la vidéo. Toutes ces raisons font que même si les gens voulaient par exemple donner leur chance ou vous faire rouler pour gratuit, bah ils le regretteraient assez vite et devraient très rapidement fermer leur structure, voire peut-être même engager du patrimoine personnel. Donc dans cette vidéo, on va faire une simulation hypothétique de ce que coûterait de monter un team de course depuis le début. Le but c'est pas forcément de vous donner des chiffres très précis, c'est que vous vous rendiez compte de l'ordre de grandeur qui est engagé lorsqu'on se met dans ce milieu. Tout ça basé sur ma propre expérience et ce que j'ai pu voir. Donc si ça suscite des réactions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous êtes un acteur du sport automobile et que vous voulez un petit peu mettre de la lumière plus exacte sur tout ça, n'hésitez pas à me contacter, peut-être qu'on pourra faire un épisode 2. Pourquoi pas. En attendant, je vais vous emmener avec moi dans la création d'un team de course au hasard qu'on va appeler AP15 Racing Team. Donc on va faire comme si vous et moi, donc nous tous ensemble, on allait commencer une équipe de course à partir de zéro. Et vraiment de zéro, hein. C'est-à-dire qu'on n'a rien du tout à part un portefeuille supposément infini, mais on va essayer quand même de rester un minimum raisonnable. Bon, même si être raisonnable dans le sport automobile, c'est assez subjectif. Et donc on va voir combien ça nous coûte à partir de rien du tout de monter un team de course exploitable, un minimum exploitable. Et la première chose dont on a besoin, bah, c'est des voitures. Parce qu'une équipe de course sans voiture, bah, ça marche pas. Alors j'ai dit qu'on avait portefeuille avec budget illimité, mais on va quand même essayer de rester dans des ordres de grandeur compréhensibles par le commun des mortels. Donc on va essayer de faire nos achats avec un petit peu de jugeote. Il faut surtout garder en tête que ça va être notre activité à plein temps à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc le but c'est de construire quelque chose de rentable. Parce que si c'est pas rentable, je peux pas payer vos salaires, et si je paye pas vos salaires, bah, je vais avoir des problèmes. Donc la première question à se poser c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir acheter comme voiture de course qui va se rentabiliser relativement bien. Donc ça veut pas forcément dire quelque chose de peu cher à l'entretien ou de peu cher à l'achat, mais quelque chose qu'on va réussir à vendre assez facilement. Et si on regarde aujourd'hui l'état du sport auto en Europe, bon, la grande majorité des courses qui se passent sont des courses de GT, avec le GT3 en tête de liste. Donc sans aller dans des statistiques ultra détaillées, on peut se dire qu'acheter une GT3 pour lancer une activité là-dedans, ça devrait être pas mal. Sauf que les voitures de GT3 c'est quand même vachement cher. Si on regarde sur Race Cars for You par exemple, c'est un petit site que j'aime bien. C'est pas du tout sponsorisé mais j'aimerais beaucoup. Si jamais vous connaissez des gens qui travaillent chez Race Cars for You, n'hésitez pas à leur dire de me DM sur Instagram. Donc sur Race Cars for You, on trouve par exemple cette Ferrari 296 GT3 pour la modique somme de 850 000 € hors taxe. Ou on trouve aussi cette AMG GT3 Evo d'une valeur de à peu près 500 000 € hors taxe. Comme je disais précédemment, on va supposer que le budget est pas illimité mais en tout cas très élevé. Le problème c'est que au plus on achète une voiture chère, au plus atteindre l'équilibre qui va faire qu'on aura rentabilisé l'investissement va être long à atteindre. Et le problème c'est qu'en sport auto les choses bougent assez vite, ce qui fait que quasiment du jour au lendemain vous pouvez vous retrouver avec des voitures sur les bras qui ne sont plus homologuées ou plus homologables partout, donc ça vous pousse à devoir changer plein de choses et que c'est beaucoup plus difficile de rentrer de l'argent. Bref, il faudrait qu'on ait quelque chose qui puisse donner une vision à 4-5 ans. Parce que, encore une fois, je vous le rappelle, le but dans cette vidéo, c'est d'essayer d'être un minimum rentable. Histoire de pas voir les huissiers débarquer à l'atelier et prendre tout ce qu'on viendrait d'acheter en fait. Atelier qu'on n'a pas encore d'ailleurs, mais ça viendra après les voitures. Donc partons sur un truc un peu moins cher à l'achat, histoire d'essayer d'atteindre l'équilibre un tout petit peu plus vite, et qui s'exploite plus ou moins autant qu'une GT3. Genre un GT4 par exemple. Et là sur Race Cars for You, on a un lot de Toyota Supra GT4 pour 360 000 € hors taxe. Donc ce lot fera très certainement l'affaire. En plus on a deux voitures donc c'est parfait. Il y a de la pièce de rechange et l'homologation porte jusqu'à 2031. Par les sites de l'homologation aux États-Unis,
on va faire comme si c'était le cas en Europe. Là, on a le temps de voir venir un petit peu, de faire démarrer l'activité, de trouver nos premiers clients et tout, etc. Donc, on est plutôt pas mal. Les châssis sont pas ultra kilométrés, donc ça c'est cool. Puis, on a 2 voitures, pas une. Donc, ça fait potentiellement 2 fois plus de clients. Bon, maintenant qu'on a nos voitures et qu'on vient de se délester de l'équivalent d'une belle maison à Strasbourg, va nous falloir un atelier. Bon, pour l'atelier, j'ai pas de connaissances particulières en immobilier ou quoi que ce soit, donc on va prendre un truc qui paraît plutôt cool et le premier truc qui vient. La seule certitude qu'on a, c'est qu'on a 2 voitures, donc il nous faut de la place. Puis il faudrait éventuellement de la place pour stocker un peu de pneus, un peu de pièces de rechange, des gros outils, enfin bref. Il nous faut un truc de taille quand même assez conséquente. Voici un petit local que j'ai trouvé à Baule. Je ne sais pas où c'est. S'il y a des habitants de Baule, manifestez-vous en commentaire, on vous passe le bonjour. 265 000 €. Il y a de la place, peut-être même plus qu'il n'en faut d'ailleurs. Donc ça me paraît pas trop mal. On pourrait prendre plus petit, mais vous verrez dans la suite de la vidéo pourquoi est-ce que c'est toujours bien d'avoir un petit peu plus que prévu. Donc on a des voitures, on a un atelier, il nous faut des outils pour bosser sur la voiture. Alors vous m'en voulez pas, j'ai pas pris le temps de lister prix par prix exact de tous les outils dont on aurait besoin dans un atelier pour s'occuper de voitures de course. J'ai demandé à peu près à ChatGPT combien d'argent il faudrait pour pouvoir acheter tous les outils nécessaires à maintenir des voitures, et il m'a donné une fourchette de 30 à 50 000 €. De toute façon, les experts du milieu nous diront si on est hors sujet, mais encore une fois, le but de cette vidéo, c'est que vous vous rendiez compte des ordres de grandeur, pas forcément de prix exact. Donc là, si on fait le point, on a des voitures, on a un local, on a des outils. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour notre équipe de course? Bon, il manque quand même un point essentiel, c'est que à moins que vous habitiez sur un circuit et que ce soit le seul circuit sur lequel vous ferez rouler vos voitures toute votre vie, bah, il faut quand même transporter les voitures. Donc j'ai trouvé un véhicule, vraiment pas mal du tout. Peut-être un peu trop cher pour ce dont on aurait besoin pour le début, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, vous verrez pourquoi. Pour 240 000 €. Et là, on a plus ou moins ce qu'il faut pour démarrer notre team de course. Et je dis plus ou moins parce que je dois faire la passe sur énormément de choses, mais on va dire que là, on a le strict minimum. Donc notre base, si on fait un bel arrondi, histoire d'avoir un prix qui va vous rester en tête, on est quasiment à 1 million €. On n'a pas encore fait une seule course et on n'a pas encore signé un seul client. Donc 1 million €, c'est la somme qu'on devrait poser si on voulait maintenant démarrer AP15 Racing Team là tout de suite. Je me répète encore une fois, cet exemple est totalement fictif, d'accord ? Et puis dans la vraie vie, ça se passe pas toujours comme ça. On n'achète pas tout d'un coup, on n'achète pas toujours des voitures dans cet état-là. Les choses se font petit à petit. Mais bon, le résultat reste le même. Tout ça, c'est de l'argent et il faut le rentabiliser. Et encore là, on est sur des trucs où les calculs sont encore assez simples. Parce qu'il y a un prix affiché, on paye, ça vaut ça. Je vais pas vous faire un cours de comptabilité parce que je suis pas comptable, mais on va pouvoir se calculer une petite décote ou un amortissement sur 5-10 ans. Et on sait que grosso modo, il faut rentrer telle somme d'argent tous les mois pour que dans X années, on soit à 0. Et sur le matériel, a priori, si les calculs sont pas trop foireux, une fois qu'ils sont faits, bon, ça pas trop. Parce que là où ça devient moins drôle, c'est tout ce qui va être variable. Et le variable en sport automobile, bon, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que contrairement à d'autres activités, je vais prendre un truc, un garage auto normal par exemple, on peut établir des sortes de quotas en se disant moi j'ai envie d'avoir 2000 changements de pneus par an dans mon garage. Approvisionner ce qu'il faut pour faire ces 2000 changements de pneus. Vraiment en sport automobile, c'est que c'est assez inconstant. Alors je parle des structures, des petites et moyennes structures, les très très grandes structures c'est encore autre chose, même si je pense que eux aussi ils vivent un petit peu au jour le jour. En sport auto on n'a pas forcément la vision aussi loin, ne serait-ce que par exemple ce que je disais avant avec les homologations, ou le fait que un constructeur sorte une nouvelle voiture, ou peut-être plusieurs constructeurs sortent des nouvelles voitures en même temps, donc ça remet en cause beaucoup de choses. Est-ce qu'on change sur la nouvelle voiture? Est-ce qu'on change pas? Tel championnat est en déclin, est-ce qu'on y retourne? Est-ce qu'on y retourne pas? C'est plein d'incertitudes permanentes autour du sport auto qui fait que c'est très dur de se projeter. Donc on peut toujours se baser sur ce qu'on a fait l'année d'avant, mais d'une année à l'autre, ça peut être complètement différent. En ce qui concerne la main d'œuvre, c'est un petit peu pareil. Je sais pas pour vous, mais moi j'avais pas forcément l'ambition de déplacer les voitures et de m'en occuper tout seul. La main d'œuvre en sport auto, ça va, ça vient. Faut savoir que beaucoup de gens en sport auto ne sont pas CDIsés, c'est beaucoup de contrats à courte durée ou du freelance. Et ce qui est encore plus difficile, c'est qu'il y a souvent plus de demandes que d'offres disponibles. Donc si vous êtes en déj d'ingé et qu'il vous faut un ingé et qu'il vous affiche un prix, soit vous payez le prix, soit vous n'avez pas d'ingé. Donc évaluer ce que va coûter la main d'œuvre, c'est aussi très compliqué. Ça peut fortement augmenter, pas trop diminuer. En tout cas, j'ai jamais entendu parler de ça. En ce qui concerne les clients, c'est pareil. Normalement, les clients, c'est une rentrée d'argent, mais des fois, ça peut en devenir une sortie. Parce que dans les clients, il y a un peu de tout. Il va y avoir les mecs comme moi qui n'ont d'argent que pour une course, donc vous allez voir une fois et qui ne reviendront plus parce qu'ils n'ont plus d'argent. Il y a des gens qui vont vous faire une saison entière, tout se passe très bien, la saison d'après ils disparaissent. Des gens qui vont carrément pas attendre la fin de la saison pour disparaître, ou des gens qui ne vont jamais vous payer. Et le problème, c'est que nous,
on va avancer des frais pour ces gens-là, pour déplacer les voitures, pour acheter des pneus, pour acheter des pièces et tout, etc. Et si on n'est pas payé en temps et en heure, ou pas payé du tout, ça devient une dépense. En bref, il y a beaucoup de facteurs dans le sport auto qui fait que c'est très difficile d'avoir une vision, on va dire, commerciale sur un moyen terme, parce que du jour au lendemain, parce qu'un nouveau règlement est sorti, ou parce qu'un nouveau championnat est sorti, ou quoi que ce soit d'autre, votre activité peut en prendre un sacré coup sans que vous puissiez rien faire. On n'a pas parlé des prix de tous les consommables, parce que l'inflation, ça touche aussi le sport automobile, on n'est pas épargné. Je pense que vous vous rendez compte qu'en fait, la moindre chose coûte extrêmement cher, ce qui fait qu'on s'engage tout de suite sur plusieurs années pour pouvoir les rembourser, en tout cas pour pouvoir les rentabiliser. Ce qui fait que même dans le cas extraordinaire où vous avez tous vos clients qui payent d'avance une voire 2 saisons, en fait vous ne savez pas ce qui va se passer durant l'année, et il se peut très bien que le prix que vous ayez affiché au début à vos clients, ça soit pas le bon, et qu'en fait ils doivent rajouter encore sur la table pour que vous soyez à l'équilibre. Et le problème, c'est que si vous êtes à zéro, vous avancez pas vers votre point d'équilibre, et donc ça peut mettre des années, plusieurs années à atteindre ce point qui fait qu'en fait vous avez tout payé et vous pouvez enfin commencer à gagner des sous, entre guillemets. Et des fois, quand ça prend trop de temps, il faut fermer, ou il faut changer d'activité, ou il faut voir plus petit, ou il faut revendre, et puis vous avez passé du temps entre guillemets pour rien. Et puis là, on a parlé que de ce qui nous concerne directement nous. Il y a aussi tout ce qui concerne les championnats dans lesquels ils roulent, à savoir faire homologuer les voitures, les faire mettre à niveau, acheter les équipements qu'il faut, les logiciels qu'il faut et tout. Assurer les voitures aussi. Bon, généralement, ça c'est un coût qui se répercute sur le client, mais on en revient au problème d'avant. Si le client ne paye pas, l'assurance c'est pour votre pomme. C'est d'autant plus pire si la voiture elle est cassée. Oui. En fait, tout ce que je suis en train de vous résumer depuis tout à l'heure, c'est le problème principal du sport auto qui n'a pas de solution. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens, il n'y en a juste pas. C'est qu'en fait, le sport auto implique tellement de moyens, que ce soit matériel, que ce soit humain, et tellement de risques aussi, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le sport automobile, c'est un sport assez dangereux, qu'il y a énormément de choses à payer, et que forcément, ça se répercute sur le consommateur, entre guillemets, à savoir les pilotes. Tout frais engagé par vous, enfin par nous, AP15 Racing Team, il faut absolument qu'on les solde, parce que sinon, en fait, la dette se creuse petit à petit, et un jour, on peut tout simplement plus. Et ça serait dommage de devoir déposer le bilan d'AP15 Racing Team tout de suite, parce que l'équipe, au moment où on se parle, n'a même pas un jour d'existence. Donc le but, c'est de toujours être au minimum à zéro à la fin du week-end, et si on peut avoir un petit peu d'argent, c'est toujours bien. Mais aussi, il va falloir gagner des sous, tout simplement. Et donc, dans la deuxième partie de la vidéo, on va voir comment nous, AP15 Racing Team, pourrions gagner des sous en dehors de l'activité pure et simple d'exploiter des voitures de course, histoire de se prémunir de quelques impayés ou de changements de règlement qui feraient que, par exemple, notre modèle, sur 3-4 ans, il est complètement obsolète. Et le premier moyen, il est tout bête, ça s'appelle la marge. Parce que finalement, quand vous faites une course ou un track day ou une journée coaching, vous appelez ça comme vous voulez, en fait, ça n'est rien de plus qu'une prestation de service comme une autre. Il y a juste qu'au lieu d'avoir par exemple quelqu'un qui nettoie à l'intérieur votre voiture, il y a quelqu'un qui vous ramène une voiture, qui vous la démarre, qui s'en occupe, qui change les pneus, qui contrôle, qui regarde si vous êtes en bonne sécurité, qui regarde si la voiture fonctionne et qui vous laisse faire des tours de circuit sur un circuit qu'il a très probablement loué lui aussi. Il vous a peut-être proposer un petit déjeuner ou un café ou un repas ou les deux. Et puis il y a encore plein d'autres prestations comme l'assurance, comme le coaching, comme les data, comme les caméras embarquées et ainsi de suite. Bref, vous voyez l'idée, en fait rouler en sport auto, que ce soit en track day ou même en course finalement, bon jusqu'à un certain niveau quand même, ça n'est ni plus ni moins qu'un service fait sur mesure pour vous, pour coller à votre budget et ce que vous voulez faire. Donc comme on dit, tout travail mérite salaire, parce qu'on a chargé la voiture dans le camion, on a transporté la voiture, on l'a sortie, on s'en est occupé, on a aidé le monsieur, on lui a peut-être prêté de l'équipement parce qu'il n'en avait pas. Le fait de monter toute cette offre, c'est quelque chose qui se paye, comme un community manager qui fait des posts Instagram pour quelqu'un, ou je ne sais quelle autre prestation de service qui est assez courante aujourd'hui. Donc on estime combien ça nous coûte, on met une marge pour frais de service, et c'est le prix qu'on fait payer. Et la marge, évidemment, elle est pour nous. Il y a un autre truc qui paraît moins évident au niveau d'un team, c'est le sponsoring. Même si là, en tout cas dans les cas que j'ai pu voir, ça marche pas exactement pareil. D'ailleurs, c'est même plutôt des arrangements ou des contrats que du sponsoring pur et dur. Du coup, les sponsors vont pas forcément apporter du cash, mais ça va permettre de réduire un petit peu les frais qui sont liés à certains consommables. Par exemple, si AP15 Racing Team bossait avec, je sais pas moi, Falcon, peut-être qu'on aurait 30% ou 40% de réduction
sur ce qu'on achète en pneus, et puis il faut qu'on affiche un logo quelque part, quelque chose comme ça. C'est toujours ça de pas dépenser, ça nous permet de pouvoir poursuivre notre plan de rentabilité à 4-5 ans de manière un petit peu plus sereine que si on devait juste se baser sur le fait qu'on ait des clients dans les voitures. Alors, autre moyen plus rare encore, mais ça existe, mais ça s'applique surtout aux teams d'une grande notoriété, le merchandising. Sous toutes ses formes diverses et variées, que ce soit des casquettes, que ce soit des pulls, que ce soit des polos. Quand on a une équipe bien établie avec des couleurs reconnaissables, on peut même vendre des miniatures de ces voitures. Et là, on parle d'une poignée d'équipes qui peut faire ça. Après, avoir 2-3 t-shirts et 2-3 casquettes quand on est une équipe, ça ne fait jamais de mal. Mais bon, AP15 Racing Team n'a même pas encore un jour d'existence. Cette piste-là, pour l'instant, on va l'écarter. Par contre, nous, ce qu'on peut proposer, c'est des choses un petit peu plus concrètes, comme du gardiennage, par exemple. Vous vous souvenez du local à Boulle? Bon, vous avez vu qu'on peut y mettre largement plus que 2 voitures. Ça aussi, ça va permettre d'arrondir un petit peu les fins de mois, puisqu'on peut proposer cet espace à la location, faire du gardiennage à peut-être d'autres équipes ou à des particuliers qui auraient des voitures qui voudraient entreposer quelque part. Puisque de toute façon on a la place et on n'aurait peut-être pas forcément l'utilité de toute la place, donc pourquoi pas tout simplement la rentabiliser. Et par exemple, pour avoir un particulier qui a des voitures de course, qui n'a plus forcément la place de les stocker, qui voudrait les stocker chez nous. Puis si ce particulier a besoin de déplacer sa voiture sur un track day par exemple, ça tombe bien parce qu'on a aussi une super remorque avec plein de place. Comme on est un team de course, on pourrait lui faire l'assistance de sa voiture le jour de son track day. Ce qui serait aussi un autre moyen d'arrondir les fins de mois. Sacrée coïncidence, hein. Plus à double tranchant parce que ça nous permet d'amortir un tout petit peu plus vite nos biens. Ce qui permet, encore une fois, en cas de coup dur, de pouvoir amasser un petit peu de cash si jamais il faut faire face à des défauts de paiement ou à des casses pas prévues, etc. Autre moyen de source de revenus pour un team de course qui, là, est discutable, je vous laisserai vous faire votre avis, c'est la casse. Et oui, car en sport automobile, on casse les voitures, ça c'est un fait. Même quand on roule bien, techniquement, on casse la voiture. Et donc, ce sont des machines qu'il faut entretenir souvent et correctement, parce que ça relève quand même de la sécurité des gens qui roulent dedans. Donc, il y a potentiellement de la main-d'œuvre à facturer ou des pièces. Parce que le problème avec ça, c'est qu'on peut jamais trop vérifier d'où vous justifiez les prix que coûtent les pièces que vous facturez aux clients, et que ça peut pousser à des discussions plus ou moins échauffées en fonction du prix que vous affichez. Comme par exemple sur cette facture, si jamais vous posez la question, c'est ma facture. En fait, c'est la facture que j'ai reçue après ma première course à Nogaro. D'ailleurs, la vidéo du week-end est disponible, tu peux aller la voir. Et pour brièvement rappeler ce qui s'est passé, j'ai eu un contact en piste avec un autre concurrent qui voulait rentrer au stand. J'ai pas compris ce qu'il voulait faire et donc j'ai arraché tout le côté droit. Alors je vous rassure, la voiture roulait encore, pas forcément droit, mais encore, puisque j'ai fini quand même la course. Mais effectivement, il y avait 2-3 choses à réparer dessus. Donc ce que je critique, c'est pas le fait qu'on m'ait demandé de payer la casse, ça c'est normal. C'est plutôt les prix qui, pour certaines choses, sont un peu élevés. Et c'est quasiment sûr qu'ils étaient élevés, puisque après quelques discussions, bizarrement, les prix ils ont fondu comme neige au soleil. Donc une partie du montant que j'ai dû verser, parce qu'il n'y avait pas que ça, mais ça je vais pas rentrer dans les détails, n'est pas le montant que vous voyez sur cette facture, mais le montant que vous voyez sur cette facture. Et je peux vous assurer qu'en tant que particulier, quand vous payez toute votre poche, la différence, c'est pas anodin. Mais potentiellement, il y a des gens qui pourraient se faire de l'argent comme ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi je démarre pas de polémique, je vous laisse en juger. Il y a des teams de course ou des entités dans le monde du sport automobile qui possèdent des compétences très particulières. Je pense par exemple à AGS qui est, on va dire, un expert dans les formules historiques. Si tant est que vous en retrouviez une dans une grange, que vous voulez vous faire un kiff et que vous voulez la restaurer, vous n'avez pas non plus 40 000 choix de personnes qui savent faire ça en France. Soit vous allez chez AGS, soit vous le faites pas. Autre moyen sympathique aussi pour gagner un peu de sous quand on est un team de course, c'est tout ce qui va être volant. Je parle pas de vendre le volant de la voiture, hein, je parle des volants qui sont en fait des sélections qui permettent d'offrir une ou plusieurs courses à des gens qui viendraient payer une journée où ils ont un tour chronométré et on prend le meilleur et on fait une finale et ainsi de suite. Vous avez compris l'idée. Puisque les volants, vu que le but est de faire du volume, ça permet d'afficher un tarif plus bas que pratiqué d'habitude. J'ai pas dit moins cher, j'ai dit plus bas. Potentiellement, vous allez trouver un pilote qui avance plutôt bien, qui est neuf. Il peut même avoir du budget, ça ce serait carrément un plus. Ce qui fait que ça assure un revenu plus ou moins sur l'année, puisque vous lui offrez la première course, il aurait potentiellement le budget pour faire le reste du championnat. Il y a de grandes chances qu'il reste avec vous pour le reste de l'année. Ça permet de faire un petit peu de communication, ce qui ne fait jamais de mal. Donc les volants, c'est aussi une très bonne stratégie pour rentrer un petit peu de cash, se faire un petit fonds de sécurité et encaisser en cas de coup dur. Et enfin, le truc le plus courant finalement, c'est d'avoir
tout simplement une activité parallèle. Parce que comme vous l'avez remarqué, le sport auto ça consomme énormément de ressources et ça n'en génère pas tant que ça finalement. Comme une expression le dit si bien, si on veut devenir millionnaire en sport auto, il vaut mieux commencer milliardaire. Donc le schéma le plus classique, c'est que les équipes de course sont souvent adossées à une autre activité ou à une autre boîte qui permet de financer tout simplement les activités. Très souvent, on va avoir le modèle de l'équipe de course qui est aussi un garage, que ce soit voiture d'exception, voiture normale, multimarque, même reprogrammation, ça doit certainement exister. Bref, une activité qui a un lien plus ou moins direct avec le sport auto, qui permet de transvaser un petit peu d'argent. Alors surtout dans un sens, pas dans l'autre, quand il y a besoin. En ce qui nous concerne chez AP15 Racing Team, on aurait tout ce qu'il faut pour faire de la mécanique générale, donc pourquoi pas ouvrir un garage sur le côté. On a aussi de la place pour ça dans le hangar, ça pourrait être une solution. Car dans le sport auto, malheureusement, il y a des périodes de calme et le problème, c'est que la rentabilité des choses n'attend pas. Donc dans les périodes où on ne peut pas louer les voitures pour faire la course, eh bien il faut quand même trouver d'autres moyens de rentrer de l'argent. Car quand on peut pas forcément se permettre de faire le tour du monde pour faire des courses, eh bien l'activité parallèle, c'est ce qui va faire que vous n'allez pas fermer les clés de votre équipe de course à la fin de l'hiver. Après, il y a des modèles où l'activité parallèle n'est pas forcément en lien avec le sport automobile, mais on va pas en parler. En tout cas, pas aujourd'hui. Donc si on compile un petit peu tout ce qu'on vient de se dire dans cette vidéo, le sport auto, c'est pas mal de débrouille finalement, beaucoup de stress et tout ça pour le compte de la passion et au risque d'en décevoir peut-être quelques-uns, sport auto, malheureusement, on ne gagne pas réellement d'argent. Par là, je veux pas dire qu'on ne peut pas en gagner, mais la plupart du temps, on fait du sport auto par passion, parce qu'on aime ça, parce qu'on aime la compétition. En fait, on se débrouille simplement pour financer nos ambitions. Et c'est un système d'autant plus vicieux qu'en sport auto, rien n'est gratuit et si vous voulez avoir des clients, il faut vous faire voir et si vous voulez vous faire voir, il faut rouler et si vous voulez rouler, il faut de l'argent. Votre attractivité repose beaucoup sur votre performance en piste. Si les gens viennent rouler chez vous, c'est parce que vous avez quelque chose qu'ils veulent. Que ce soit des prix peut-être attractifs pour eux ou un savoir-faire qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs. C'est un milieu assez compliqué à gérer, ce qui fait que forcément les prix qui sont souvent affichés sont élevés, voire très élevés. Les propriétaires de team aussi prennent énormément de risques au quotidien et ça on n'en parle pas forcément beaucoup parce que c'est souvent eux qui ont engagé au départ leur propre patrimoine personnel pour pouvoir acheter les premières voitures, acheter les premiers outils. C'est aussi eux qui ont la responsabilité de toutes les personnes qui sont dans leur équipe sur un week-end de course, que ce soit les mécanos, les pilotes, les ingés, le staff et j'en passe. Et comme je vous le disais avant, on n'est jamais à l'abri d'un accident en sport auto, même si la sécurité a énormément progressé, le risque zéro n'existe pas et il se passe quelque chose, c'est le propriétaire du team qui en pâtit et on peut très vite arriver à un accident qui va ruiner toute une activité et toute une vie derrière par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Donc réduire le sport auto à un sport de riche, à un caprice de riche, c'est un petit peu réducteur parce que la majorité des personnes dans le sport auto, c'est simplement des gens qui se décarcassent pour faire vivre la passion. Évidemment qu'il y a des gens fortunés dans le sport auto et il y en aura toujours, mais il faut aussi avoir une pensée pour tous ces propriétaires de team qui essayent simplement de continuer à faire vivre le sport auto dans un pays où malheureusement la culture actuelle veut que le sport auto soit un petit peu mal aimé. Et le sport auto est un petit peu tombé dans un piège puisque comme tout est très cher, en fait ça les met en retrait et les personnes qui sont dans le sport auto, soit y étaient déjà par l'intermédiaire quelqu'un de leur famille qui connaissait. Aujourd'hui, les gens qui décident de commencer le sport auto sans forcément avoir de réaction, c'est rare. Et la plupart du temps, ces gens-là sont des personnes fortunées. Mais de mon point de vue, le prix est ce qu'il est. Il faut de toute façon faire avec ses moyens. Ça ne doit pas nous empêcher de rêver de sport auto et d'essayer de se donner les moyens, ne serait-ce que de faire une course au moins une fois dans sa vie. Mais à force d'avoir des gens qui se donnent les moyens pour réaliser leurs rêves, ne serait-ce qu'un petit peu, j'ai bon espoir qu'un jour, on arrive à démocratiser le sport. Peut-être qu'on réussira à raviver l'amour du sport auto chez les Français, voire peut-être même dans l'Europe tout entière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je tiens à le répéter encore une fois, d'accord, tout ça n'est que fiction, ok. C'était surtout pour que vous vous rendiez compte des ordres de grandeur des prix. Je me répète encore une fois, si vous êtes acteur du sport auto, propriétaire de team, ou que vous êtes très proche de propriétaire de team et que vous souhaitez parler de ce genre de sujet-là, sans forcément rentrer dans les détails de ce que vous gagnez, n'hésitez pas à me contacter, ce serait très intéressant de pouvoir faire un face-à-face avec quelqu'un dont c'est le quotidien finalement. Ceci dit, moi j'ai tendu ma perche, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, à savoir Instagram et Threads, là où je suis le plus souvent. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.